Tout endroit de l'univers recèle de nombreux secrets. Grâce à la sophistication croissante des équipements auxquels nous avons accès, nous en avons découvert beaucoup. Cependant, plus nous en apprenons, plus il devient évident qu'il y en a beaucoup plus. Dans cette vidéo, nous vous présentons les grands mystères de l'espace et de la Terre. Nous commencerons par montrer comment des physiciens du CERN viennent de faire une découverte incroyable qui change littéralement tout. Ce n'est pas tous les jours que l'on découvre une nouvelle particule. Vous pouvez donc imaginer l'excitation de la communauté scientifique à l'annonce de l'émergence d'une nouvelle particule au CERN. La nouvelle particule exotique découverte par les physiciens de la collaboration LHCb au Grand Collisionneur de Hadron LHC du CERN contient 2 quarks et 2 antiquarks. Baptisée TCC+, c'est la particule exotique à la durée de vie la plus longue jamais découverte et la première à posséder 2 quarks lourds et 2 antiquarks légers. Il est compréhensible que vous n'ayez jamais entendu parler des quarks en tant que particules, mais ils sont les éléments fondamentaux à partir desquels la matière est construite. Ils se combinent pour former des hadrons, à savoir des baryons comme le proton et le neutron, qui sont constitués de 3 quarks, et des mésons formés de paires quark-antiquark. Plusieurs particules tétraquarks ont été découvertes ces dernières années, mais TCC+, est la première à contenir 2 quarks de charme sans antiquark de charme pour les équilibrer. Les physiciens appellent cela charme ouvert, dans ce cas charme ouvert double. Les particules contenant un quark de charme et un antiquark de charme ont un charme caché, c'est-à-dire que le nombre quantique de charme de la particule entière est égal à 0, tout comme une charge électrique positive et négative. Ici, le nombre quantique de charme est égal à 2, ce qui donne un double charme. TCC+, est également la première particule découverte qui appartient à une classe de tétraquarks avec 2 quarks lourds et 2 antiquarks légers. Ces particules se désintègrent en se transformant en une paire de mésons, chacun formé par des quarks lourds et un des antiquarks légers. Selon certaines prédictions théoriques, la masse des tétraquarks de ce type devrait être très proche de la somme des masses des 2 mésons. Une telle proximité de masse rend la désintégration difficile, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue de la particule. En effet, TCC+, est l'hadron exotique à la durée de vie la plus longue découverte à ce jour. Le nouveau tétraquark TCC+, est une cible séduisante pour une étude plus approfondie. Les particules en lesquelles il se désintègre sont toutes relativement faciles à détecter et en combinaison avec la faible quantité d'énergie disponible dans la désintégration, cela conduit à une excellente précision sur sa masse et permet l'étude des nombres quantiques de cette particule fascinante. Cette découverte aidera les physiciens à mieux comprendre la manière complexe dont les quarks se lient entre eux pour former des particules composites, telles que les protons et les neutrons omniprésents dans les noyaux atomiques. La découverte suivante est plutôt qualifiée de déchirante, même si elle a eu lieu à des millions de kilomètres et sur une autre planète. Lorsque vous dépensez des milliards de dollars pour envoyer un rover sur une planète comme Mars, vous avez tendance à essayer d'en avoir le plus possible pour votre argent. Bien sûr, la NASA a remporté de nombreux succès très médiatisés sur la planète rouge, mais il arrive que parfois le terrain impitoyable de Mars donne du fil à retordre aux scientifiques. Le rover Perseverance n'a rien trouvé lors de sa première tentative de collecte d'un échantillon de roche martienne, ce qui aurait dû être une tâche de routine. Lors de cette tentative, le processus d'échantillonnage en plusieurs étapes a d'abord semblé se dérouler sans problème. Le rover a percé la planète rouge, a fermé le tube d'échantillonnage avec un joint étanche à l'air et a déposé le tube en toute sécurité dans un module situé dans le ventre du rover. Jennifer Trosper, chef de projet de la mission Perseverance, a admis que le système avait parfaitement fonctionné. Mais quand le moment est venu pour l'équipe d'examiner les données, ils ont réalisé que le tube était vide. Lors des tests effectués sur la Terre, certains noyaux étaient plus petits que d'autres, mais le tube contenait toujours un échantillon. Cependant, cette tentative ratée de prélèvement d'échantillons s'inscrit dans la lignée de plusieurs missions passées qui ont eu du mal à s'enfoncer dans les roches rouges de Mars comme prévu. Une sonde thermique automartelante de l'atterrisseur InSight, par exemple, n'a réussi à s'enfoncer que de quelques centimètres dans la surface avant de ressortir. De même, l'atterrisseur Phoenix de la NASA, qui s'est posé sur Mars en 2008, a d'abord eu du mal à recueillir le régolithe rouge rouillé de la planète dans un appareil qui chauffe les roches pour en extraire les composants. Le matériau était plus collant que prévu et les roches ne tombaient pas facilement de la pelle. Les scientifiques étant des scientifiques, ils ont débattu du pourquoi jusqu'à aujourd'hui. Mars n'est peut-être qu'un désert glacial, mais les signes de la présence d'eau dans le passé abondent, qu'il s'agisse de canaux sinueux ou de vastes deltas fluviaux. Perseverance a atterri sur Mars en février 2021 pour chercher des indices d'une vie ancienne dans un cratère de 28 000 de large qui était probablement rempli d'un lac d'eau douce.
Une partie cruciale de cette recherche consiste à collecter les premiers échantillons vierges de la surface de Mars. Persévérance est équipée de 43 tubes d'échantillonnage ultra propres qui seront utilisés pour collecter des dizaines d'échantillons sur le sol du cratère et dans le delta d'une ancienne rivière. Le rover stockera ensuite les échantillons dans un endroit encore indéterminé afin qu'une mission future puisse les récupérer et les ramener sur Terre. La collecte d'échantillons sur Mars n'est pas une plaisanterie, car elle implique une série d'événements chorégraphiés et coordonnés qui durent 11 jours. Les scientifiques commencent par récurer une partie de la surface, ce qui permet d'enlever la poussière ou les revêtements et d'étudier la composition de la roche sous-jacente. La dernière étape de la première tentative d'échantillonnage de Persévérance a commencé dans la soirée du 5 août, après que l'équipe a donné des ordres pour que le processus automatisé démarre. L'équipe s'est réveillée le lendemain matin à 2 h pour vérifier la progression de Persévérance et confirmer qu'elle avait réussi à percer la surface. Une image montre précisément ce à quoi ils s'attendaient, un trou endoré d'un anneau de sable appelé résidu. Vers 8 h 30, l'équipe a reçu des photos d'un tube scellé avec succès à l'intérieur du rover. Mais ils ont ensuite examiné le reste des données. Avant que le tube ne soit scellé, un bras à l'intérieur du rover l'a poussé vers le haut dans un capteur pour mesurer le volume du matériau, révélant qu'il n'y avait rien à l'intérieur. L'équipe a ensuite téléchargé des images regardant vers le bas dans le tube pour confirmer qu'il était vide. Au cours des 2 jours suivants, l'équipe a cherché à comprendre ce qui avait mal tourné. Des clichés ont montré un tas de poussière suspect au fond du tube. Des mesures de la profondeur du trou et des images de la zone environnante ont suggéré que le rover n'avait pas simplement laissé tomber la petite pierre cylindrique, mais il semblerait que la foreuse ait réduit en miettes cette roche étonnamment friable. Au cours des mois de préparation précédant le lancement de Persévérance, l'équipe a prélevé plus d'une centaine d'échantillons sur Terre pour s'assurer que le processus se déroule comme prévu. Mais lorsqu'ils conçoivent des missions vers d'autres mondes, comme Mars, les scientifiques parlent souvent des inconnus, c'est-à-dire des situations où quelque chose de totalement inattendu se produit. C'est exactement ce qu'il s'est passé lors de l'échec du prélèvement d'échantillons. Toutefois, ces mauvaises surprises ont un bon côté, car elles sont l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau, ce qui permet aux scientifiques de mieux préparer les missions futures. Si vous vous rendez sur une plage, vous verrez de nombreuses empreintes de pas qui datent peut-être de quelques heures sur le sable. Mais que diriez-vous de suivre des traces vieilles de plus de 100 000 ans? Une série de 7 empreintes de pas relevées dans un lac il y a environ 120 000 ans a été reconnue comme la plus ancienne preuve de la présence d'humains modernes dans la péninsule arabique. Selon les experts, cette découverte pourrait faire la lumière sur la propagation de notre espèce du continent africain. La voie par laquelle l'Homo sapiens s'est répandu dans le monde a été pleine de rebondissements. Des études génétiques suggèrent que ce n'est qu'il y a 60 000 ans que la migration des humains modernes hors de l'Afrique a abouti à une propagation réussie en Europe. Toutefois, il a été suggéré qu'un crâne incomplet découvert en Grèce il y a plus de 200 000 ans appartenait à notre espèce. Tandis que parallèlement, une mâchoire d'Homo sapiens vieille de 180 000 ans avait été découverte en Israël. Entre-temps, les scientifiques avaient découvert en Arabie un os de doigt vieux de 88 000 ans, ce qui indique l'existence de plusieurs vagues précoces en provenance d'Afrique. Cette découverte a permis aux experts de conclure que l'Homo sapiens s'est déplacé vers l'Est, au-delà de l'Israël, bien plus tôt que prévu. Aujourd'hui, la découverte de cette empreinte dans la partie nord de la péninsule arabique, dans l'actuelle Arabie saoudite, repousse encore plus loin dans le temps cette exploration vers l'Est. Le professeur Michael Petraglia de l'Institut Max Planck pour la science de l'histoire humaine a déclaré que cette découverte était une histoire d'expansion de l'Homo sapiens au cœur de l'Arabie à une date précoce et non une histoire de migration côtière comme on le pensait. Pour expliquer les conditions dans lesquelles les empreintes ont été laissées, Richard Clark Wilson, un chercheur de Royal Holloway, Université de Londres, a déclaré que la région n'aurait pas été hyper aride. Il s'agirait plutôt d'une savane herbeuse avec des étendues d'eau offrant des possibilités de migration humaine. En effet, les mouvements des hommes et des animaux ont tendance à être liés à la disponibilité de l'eau douce. La plus grande des empreintes semblerait être celle d'un éléphant plus grand que tous ceux qui gambadent dans le paysage d'aujourd'hui. Mais un examen plus attentif a révélé les pattes allongées des chameaux et peut-être de faibles traces de buffles géants et d'anciens parents des chevaux. Les traces ont été identifiées lors d'une étude de l'ancien lac Alatar et les scientifiques ont analysé le système dans une batterie de tests. Une étude des algues anciennes suggère qu'il était autrefois rempli d'eau douce. Pourtant, les eaux étaient probablement en train de s'assécher, ce qui laisse supposer que les pisteurs se rendaient sur place lorsque la saison était chaude, peut-être pour chasser la ressource qui s'amenuisait dans la région. 4 des 7 traces d'hominidés se regroupent en direction du sud, près du bord du lac, et sont probablement laissées par 2 ou 3 individus. Les animaux et les humains semblaient se déplacer sans direction précise, se rassemblant autour des rives du lac.
D'après les expériences modernes, toutes les empreintes ont probablement été laissées en quelques heures ou quelques jours. Si les personnes qui ont marché près du lac ont laissé leur empreinte dans l'histoire, leur sort reste inconnu. Mais Matthew Stewart de l'Institut Max Planck d'écologie chimique, un autre membre de l'équipe de recherche, a déclaré qu'il semble que les gens se soient dispersés à plusieurs reprises en Arabie pendant les périodes les plus humides, lorsque de vastes prairies, des lacs et des rivières caractérisaient la région. Dans l'intervalle, lorsque les déserts sont revenus, les populations se sont éteintes ou se sont retirées dans des endroits plus favorables. Le docteur Matthew Pope, spécialiste des anciens humains à l'Université College de Londres, qui n'a pas participé aux travaux, est d'accord avec ses conclusions. Il affirme que les empreintes de pas sont si incroyablement évocatrices qu'elles permettent de dissoudre les barrières temporelles. Bien que M. Pope ait déclaré qu'il était impossible de déduire beaucoup de détails sur le départ à partir des empreintes, il a dit que l'œuvre ajoutait à une vision changeante de l'Arabie concernant le mouvement de l'Homo sapiens hors de l'Afrique. Selon lui, il s'agissait d'un paysage productif capable de soutenir les populations humaines, ce qui signifie qu'il pouvait fournir un paysage propice à la dispersion. Dites-nous ce que vous pensez de la découverte de nouveaux mystères par les scientifiques dans la section des commentaires ci-dessous.